Les titres de cette édition d'information, plus rien ne va au ministère des PME-PMI. Le principal syndicat de ce secteur a débrouillé ce matin à l'origine de cette grève. Les agents réclament les meilleures conditions de travail. Même son de cloche au Centre national de la recherche scientifique et technologique, les 3 mois de salaire impayés ont conduit la main-d'œuvre non permanente à la grève qu'elle observe depuis ce matin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition d'information. Le syndicat national des petites et moyennes entreprises est au pied du grue depuis ce matin à l'esplanade de leur ministère. Ces derniers réclament entre autres des meilleures conditions de travail. Les détails dans ce reportage de Marielle Ecom sur les images de Jean-Luc Bourobou. Le climat de tension sociale que rencontre le pays depuis les événements post-électoraux ne semble pas connaître son épilogue. Ce lundi, ce sont les agents du ministère des PME-PMI qui ont décidé de geler leurs activités comme pour manifester leur mécontentement en ce qui concerne la formation à l'EPCA, les mauvaises conditions de travail. La liste n'est pas exhaustive. Vendredi, nous avons tenu une assemblée générale, c'est concernant surtout 3 points. Il y a le problème de la formation à l'EPCA, il y a le problème des conditions de travail, donc les bureaux, et il y a le problème du bus de transport et des conditions qui ne sont plus acceptables entre l'administration et les collaborateurs et les directeurs. Il y a des attitudes que les collaborateurs n'acceptent plus parce qu'ils nous traitent en sous-hommes. Nous avons demandé qu'il y ait une filière, comme si la convention à l'EPCA pour ouvrir notre filière. Elle a été faite sans que nous ne soyons impliqués ni informés. Et le secrétaire général s'est mis à faire une liste additive à envoyer à l'EPCA. Il a fait le choix selon sa convenance. Alors que quand on est dans une administration en bon père de famille, en tant que responsable, on ne doit pas faire des partis pris. Il y a le problème des bureaux. À une période, lorsque nous sommes arrivés ici, c'est parce qu'en ville, il n'y avait plus assez de place. On a envoyé les directions ici. Quand Mme Baird est venue ici, elle a pris presque tout le côté de 2e étage PME pour faire l'espace entreprendre. Qu'est-ce que nous gagnons dans l'espace entreprendre? Les partenaires. On fait sortir les collaborateurs qui doivent travailler, qui sont tous engloutinés dans une direction, 200 agents, avec 3 chaises. Et quand les gens ne viennent pas, on dit oh, il faut émarger. Il n'y a pas de loi à la fonction publique qui nous dit qu'il faut émarger tous les matins comme au privé. Ces agents, qui n'entendent pas lâcher du lest, du moins jusqu'à satisfaction totale des revendications, se liguent également pour demander le départ de la DCRH qui serait, à leur entendre, incompétente. Que le ministre de la fonction publique récupère sa DCRH parce que nous ne sommes pas contents de son travail. Une DCRH est censée être équitable, équilibrée, mais ce qu'elle fait au ministère des PME, nous ne sommes pas d'accord. Qu'elle retourne à la fonction publique, qu'on nous envoie un autre DCRH, une autre DCRH. Nous faisons notre sitting jusqu'à ce que les points que nous avons énoncés soient réglés complètement parce que nous ne voulons plus revenir sur ces points-là. Ça fait quand même plus de 6 mois que nous discutons quand même sur ces points-là. Rien n'est réglé et rien n'est assis. Nous voulons que ça soit réglé. Des soulèvements à non point finir dans tous les secteurs d'activité qui nous poussent à croire que l'on est bien loin de voir le bout du tunnel. Pourtant, l'on avait cru qu'avec les assises du dialogue social d'Angondjé, la tendance serait inversée. Après l'éducation, la santé, aujourd'hui le commerce, la question qui nous vient à l'esprit est celle de se demander à qui le tour. D'une grève à une autre, cette fois-ci, ce sont les agents de la main-d'œuvre non permanente du CNRS, le Centre national de la recherche scientifique et technologique, qui sont sortis de leur bureau ce matin pour revendiquer le paiement de près de 6 mois de salaire. Les détails dans ce reportage de Hicham Abessolo sur les images de Bertrand Koumeleka. Portail fermé, porte d'accès des différents services soudés. Tel est le spectacle visible sur les lieux. Les agents de la main-d'œuvre non permanente ont tout simplement décidé de passer à la vitesse supérieure pour se faire entendre. Ce matin, nous avons bloqué l'entrée principale du commissariat général chez le professeur Franck Idiata et nous avons bloqué l'entrée principale de la comptabilité, donc l'agence comptable du CNRS. Le porte-parole de ces agents a tenu à rappeler que les activités ne reprendront qu'à la suite
du paiement intégral des salaires impayés depuis décembre 2016. Le seul message, ce matin nous sommes ici, c'est pour y demeurer jusqu'à ce que gain de cause soit totalement. En vue d'une sortie de crise, les agents du Centre national de la recherche scientifique et technologique espèrent entrer dans leurs fonds dans les plus brefs délais. Le professeur Ambroise Edou Minko, un des scientifiques ayant découvert de nouveaux macrofossiles dans le Francvillois, nous en dit davantage sur cette découverte qui redéfinit l'évolution de la vie sur Terre. Il est au micro de Marielle Ekam. Une nouvelle découverte dans le Haut-Ogooué, c'est des organismes macrofossiles qu'on a dénommés Aquema hemisphaeria. C'est Aquema des hémisphères. C'est un organisme constitué de 3 parties. Un hémisphère supérieur, un hémisphère inférieur et une zone médiane. Ok. Les 2 hémisphères, en fait, s'emboîtent par un point de communication. Et le disque médian, qui est au milieu, a un orifice central par lequel ce point de communication se fait. Ces nodules renferment, vivent en association avec des micro-organismes à l'intérieur de leur corps. Est-ce que c'est une association symbiotique ou parasitaire? Là, on n'a pas vu ce point, alors on n'a pas étudié ce point. Mais ce sont des nodules, ce sont des spécimens qui peuvent se dupliquer. C'est-à-dire, à partir d'un spécimen, il peut y avoir 2 ou 3 nouveaux spécimens à partir de cela. Les nouvelles datations donnent un âge fixe, donc précis, à 2 milliards d'années. En fait, 2200 millions d'années. Et vous voyez qu'avec la conservation qu'ils ont, ce sont des organismes qui se sont très bien conservés. Et il faut dire que le Francvillien, c'est un bassin, donc, le bassin de Francville, c'est un bassin où il n'y a pas de métamorphisme, où il n'y a pas trop de déformation. C'est un bassin qui est resté vraiment, pratiquement intact, comme à sa formation. Les anciennes datations, M. Moussavou le disait tout à l'heure, en fait, l'écart d'erreur, c'était de 120-130 millions d'années. Alors que cette fois-ci, on a des datations avec des erreurs de 13 millions d'années, ce qui est vraiment précis pour des temps géologiques. Donc, je pense qu'on peut considérer telle quelle cette datation, elle est vraiment précise. Le Gabon, je pense que si ça doit être le plus vieux bassin qui a abrité la vie. Et peut-être que quand on était étudiant, on nous apprenait ça, qu'à la période protérozoïque, c'était des bassins azoïques, donc sans fossiles à l'intérieur. Mais maintenant, on découvre qu'effectivement, ce n'est pas ce qu'on nous enseignait quand on était étudiant, c'est maintenant des bassins qui renfermaient de la vie, et de la vie organisée, et contenant des macro-organismes. La 16e édition de la Journée mondiale de la sage-femme a été célébrée à Lambaréné avec faste. Le thème retenu, sage-femme et famille, partenaires pour la vie. C'est le premier adjoint au maire de la commune de Lambaréné qui a ouvert les travaux en présence de Sylvain Gomme et Yves Malik de G3RTV. La 16e édition de la Journée internationale de la sage-femme 2017 se déroule ici à Lambaréné, capitale provinciale du Moyen-Ogooué, pendant près de 5 jours, suite à l'édition précédente tenue à Franceville dans le Haut-Ogooué en 2016. Thème retenu cette année, sage-femme et famille, partenaires pour la vie. À l'ouverture de ces travaux, c'est Roger Ekoumdong, premier maire adjoint représentant le maire central Roger Valère Aïba Menoué, empêché, qui dans son propos de bienvenue a remis aux participants les clés symboliques relatives à leur séjour dans la cité du Grand Blanc. En mon nom et au nom du bureau du conseil municipal, recevez la clé de la ville.
Les sages-femmes se sont réunies pour rappeler l'importance de la santé maternelle, sexuelle et de la reproduction à laquelle le gouvernement gabonais, par le biais du ministère de la Santé publique, place l'une de ses priorités dans son programme d'action pour la réduction de la mortalité maternelle et de l'enfant sur toute l'étendue du territoire national. Et pour réussir ce challenge, il est plus que nécessaire de mettre en batterie des éléments allant dans le sens du renforcement des capacités de façon continue. Le décès d'une femme pendant la grossesse ou en couche ou celui d'un enfant constitue un drame, non seulement pour sa famille, mais aussi pour la communauté tout entière et notre pays en particulier. La baisse du ratio de mortalité est l'une des nombreuses préoccupations du représentant local du Fonds des Nations Unies pour la population. Cette baisse pour ces 12 dernières années est passée de 519 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2000 à 316 pour la même statistique en 2012 et 271 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2013. Au cours de 25 dernières années, les décès maternels ont été réduits de moitié dans le monde. Cependant, chaque année, des centaines de milliers de femmes continuent de mourir, des suites soit des complications de la grossesse ou de l'accouchement. Une grande majorité de ces décès sont évitables et ont lieu en grande partie dans les pays en voie de développement. Pour le gouvernement gabonais, le décès d'une femme en couche est un drame. Il faut donc une offre des soins appropriés. Il faut donc qu'il y ait davantage de sages-femmes qualifiées et mieux formées pour une meilleure prise en charge de la mère, du nouveau-né et de toute la communauté. Il convient de dire que les conclusions issues de ces ateliers seront présentées au gouvernement. S'en est suivi une visite guidée à l'endroit des plus hautes autorités, donc s'imprégner des outils techniques de travail pour ces spécialistes. Après plusieurs semaines de fermeture pour cause de grève, les portes de l'hôpital Schweitzer à nouveau ouvertes, une reprise de travail consécutive aux négociations entamées entre le syndicat des travailleurs et la direction de l'hôpital. Sur place, les différents services sont fonctionnels. Les détails avec Yves Malik, G3 RTV. Tout un symbole, la barrière longtemps restée fermée est de nouveau ouverte, signe que les choses redémarrent ici à l'hôpital Albert Schweitzer. Ce patient, qui a subi une greffe au pied, reconnaît que la situation était torride, difficile pour lui d'envisager une prompte guérison. Aujourd'hui, il vient faire son pansement chez Papa Michel, infirmier. Dans les autres services, les couloirs, la vie a repris toutes ses formes, en maternité, pédiatrie, chirurgie, polyclinique, etc. Ceci est le résultat d'âpres négociations entre les syndicats des travailleurs et la direction de l'hôpital. Les premiers cités ont reconnu les efforts consentis par l'équipe du nouveau directeur en vue de satisfaire les principaux points d'achoppement. Pour deux raisons. La première, c'était qu'ils avaient exigé d'être payés pour le mois de mars, ce qui a été fait donc la semaine dernière. Et deuxièmement, nous avons eu ce week-end une réunion du conseil de fondation de la fondation Albert Schweitzer, internationale Albert Schweitzer. Donc à l'occasion de ce conseil de fondation, un certain nombre de décisions ont été prises par les administrateurs pour pouvoir sortir, on va dire, l'hôpital de la situation difficile qu'il connaît. Donc un compte rendu a été fait ce matin par le président de la fondation à l'ensemble des personnels de l'hôpital. Et sur cette base-là, donc, nous allons voir dans les semaines qui viennent comment les choses vont évoluer. Une reprise progressive, somme toute, après plusieurs semaines de graves perturbations, dont les populations, qui sont des centaines à fréquenter cette structure, ont payé le lourd tribut. Toutefois, au cours du conseil de fondation tenu dernièrement ici à Lambaréné, plusieurs mesures ont été prises allant même jusqu'à la suppression de certains postes et bon nombre de réaménagements. Sachant que donc les administrateurs ont décidé, par exemple, de rattacher la comptabilité de l'hôpital au poste comptable du Trésor public, ce qui devrait là aussi à l'avenir faciliter la gestion de notre trésorerie et donc permettre peut-être plus facilement de payer les salaires mensuellement et également de travailler à un plan de restructuration de l'hôpital parce que nous considérons effectivement qu'il est temps maintenant de réfléchir sur un fonctionnement plus rationnel de l'hôpital, de manière à permettre à l'hôpital de fonctionner beaucoup plus normalement à l'avenir. Voilà, en gros, les axes de travail qu'il nous faudra mettre en œuvre dans les semaines à venir.
Le travail a repris officiellement lundi en pleine campagne d'ophtalmologie et de stomatologie. Mais pour combien de temps? Bonne question, car les salariés donnent jusqu'au 15 mai prochain à la direction de finaliser le reste de points restés en suspens, notamment la question de régularité des paiements et le positionnement du mois d'avril resté en pointillé. Face à cela, on est à même de se poser la question de l'avenir de l'hôpital Albert Schweitzer. Même si le docteur Albert Schweitzer, dans ses lignes, prévoyait la fin de son héritage, après sa mort, il serait plus que souhaitable de préserver ce dernier tous ensemble, comme nous le faisons pour ses valeurs, au lieu de le plonger dans des incertitudes sans fin. Sur la route du Cap Lopez, les populations du quartier Motocross vivent le calvaire au nombre des difficultés rencontrées, l'absence d'eau potable et l'alimentation en électricité. Le contact avec Edwin Axel Nzingi de Mediaplus. Parmi les nombreuses entraves vécues au quotidien par les populations du quartier Kourou, situé en face de Motocross sur la route du Cap Lopez, nous avons l'absence d'adduction en eau potable. Une source très vitale qui oblige les populations de cette contrée à se rendre du côté de la ville de Port-Gentil. Nous n'avions pas de l'eau potable. Nous qui sommes ici, moi particulièrement avec le vieux Mboutis Mbomba, moi je puise mon eau à Bornave. Et lorsque je prends un thème qui me demande 10 000, je prends 40 bidons. Mais 40 bidons, ma femme, elle fabrique du manioc. Lorsqu'elle doit filtrer, c'est-à-dire les 40 bidons ne peuvent pas te faire toute une semaine. Ce n'est pas la peine. Laver le linge, c'est dans les marigots. C'est un linge que tu dois laver avec un t-shirt blanc. Il devient kaki parce que ce n'est pas une eau appropriée. À cela s'ajoute le manque d'alimentation en électricité. Moi, j'ai un compteur qui me fait 2 km d'ici. J'ai 4 congélateurs qui sont déjà pourris parce que ça arrive avec une intensité très faible. Donc, ce n'est pas la peine. Nous sommes peut-être à 1,5 km où s'arrêtent des poteaux. Nous avions normalement, comment on appelle, Télémagnan, qui couvre cette zone en passant par le stade, qui vient avec la haute tension. Il a injecté comment on appelle, le transfo d'ici pour dire que non, il doit couvrir ici. Mais il y a quelqu'un qui a dit, ça ne vaut la peine de le faire puisque vous n'êtes pas venu pour ça. En période de grandes vacances, des centaines de mètres de câbles électriques sont souvent consumés par les flammes dans cette partie du département de Bédjé. Tous les câbles sont brûlés. Lorsqu'on met le feu, ça brûle puisque la distance. Vous suivez la télévision, Média Plus, vite fait, vous voyez que vous êtes dans le noir. On se réfère que non, vous avez perdu 300 mètres de câbles. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'incendie. La plaine a pris feu. Madame la SG nous emmerde, courant, l'eau qui est la source de vie. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous sommes capables de recevoir un représentant étant que politicien pour nous venir nous bomber seulement que le cœur, que non, j'arrive, alors qu'il ne peut pas nous rendre un service? La fois passée, nous avions celui qui vient de partir, le gouverneur, accusé de réception. Arrivé là-bas, il a dit, je ne suis plus là, c'est peut-être celui qui viendra, parce que notre problème a été seulement que dans l'objet, au courant. Fin. Un calvaire qui n'est pas prêt de s'achever. La deuxième édition de la journée nationale de prière dédiée au Gabon n'est pas passée sous silence à Libreville. La DINAFLEB a, au cours de cette célébration, prié pour annuler toutes les programmations maléfiques qui gardent le pays en captivité. Le QG du Centre mondial Shekinah a accueilli la délégation du dit mouvement associatif. Suivant ce reportage de Inès Ngungamombo sur les images de Mosconi Ngonba. La dynamique des femmes leaders pour la paix au Gabon a tenu à marquer d'une empreinte indélébile la journée nationale de jeûne et prière dédiée au Gabon. Une célébration qui n'est pas passée sous silence à Libreville. La délégation du DINAFLEB, conduite par son secrétaire général, a déposé ses valises au quartier général du Centre mondial Shekinah à Ovendo. Au cours de cette rencontre, une offrande a été déposée sur l'autel de Dieu, dans l'optique de sceller ce qui sera fait. Et nous sommes ici ce matin pour donner cette offrande au Seigneur dans ce pays. Amen. Donc nous remercions le Seigneur. Je vais juste faire une petite prière. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton regard.
La prophétesse Chantal Sarah Mbadinga, pour sa part, a conduit les temps de prière pour la nation gabonaise à l'unisson avec le peuple de Dieu venu nombreux. Il est également question de coller les paroles à l'acte en s'appuyant dans le livre de 2 Chroniques chapitre 7 verset 14 qui dit, je cite, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Le but visé par cette association nous est décliné par son secrétaire général, la prophétesse Chantal Sarah Mbadinga, pour sa part, a ressorti les origines spirituelles de la crise qui se vit dans le pays. Elle est au micro de Inès Ngunga Mambo sur les images de Mosconi Ngonba. De ce pays, nous cherchons véritablement à ce qu'il y ait des changements, il y ait de développement. Alors c'est pourquoi nous venons au pied de Dieu pour dire à Dieu, aie pitié de nous, aie pitié de notre nation, parce que nous ne comprenons rien. Il y a trop de choses qui se passent. Alors c'est toi qui as la solution à nos problèmes. Il n'y a que toi qui peux dire quelque chose pour notre pays. C'est pourquoi nous sommes venus déposer ces offrandes, afin que Dieu des cieux puisse faire quelque chose pour notre pays, le Gabon. C'est pourquoi vous avez vu les femmes, elles sont partout dans toutes les églises mobilisées afin de pouvoir prier, invoquer le nom de Dieu. L'objectif de la DINAFLEP, c'est de préserver, consolider et promouvoir la paix dans notre pays. Sensibiliser le peuple gabonais en disant tout simplement que si nous voulons voir vivre des jours meilleurs dans notre nation, nous avons besoin davantage de nous rassembler autour des temps de prière pour crier à Dieu, parce que c'est lui le prince de paix. Nous voulons savourer la paix dans notre nation, mais sans le Seigneur, nous ne pouvons pas. Sans l'accord uni d'un même cœur pour élever les voix, pour prier, rien ne peut se faire. Et donc la solution, c'est la prière. La solution, c'est Christ Jésus. Et c'est pourquoi je bénis le Seigneur pour cette action que mène la DINAFLEP. C'est une action merveilleuse qu'il faut encourager ces femmes qui sont assez courageuses de se lever et de s'unir autour de la prière pour que Dieu fasse quelque chose au sein de notre nation. Le site du Centre mondial Shekinah a été choisi afin de pouvoir élever les voix vers le Seigneur. Nous pouvons comprendre que les maux qui minent notre nation, nous devons d'abord comprendre qu'avant de nous battre sur le plan physique, il est important d'abord de jeter un droit de regard sur le plan spirituel. Parce que nous savons qu'il y a eu des fondations qui ont été posées en ce qui concerne notre nation. Et donc tout ce qui se passe aujourd'hui a une origine spirituelle. Étant donné que le Centre mondial Shekinah est un ministère du combat spirituel, nous nous sommes retrouvés ce matin avec toute l'association, toute l'équipe de ces femmes pour élever les voix vers le Seigneur, parce que nous savons que ce n'est que par la prière que ces mots pourront réellement quitter notre nation. Et nous avons besoin de continuer à prier pour le Gabon, parce que le combat n'est pas physique, il n'est pas charnel, le combat est spirituel.
Nous restons toujours du côté du Centre mondial Shekinah pour parler de la puissance de la stérilité, le thème qui a été développé lors du culte dominical qui s'est tenu au QG de ce ministère, un programme chapeauté par son leader, le révérend Dr Louis Badinga, devant un peuple en attente de connaissances. Reportage Inès Ngungamombo, Moscone Ngonba. Enseigner, outiller et équiper les fidèles qui prennent part au programme hebdomadaire du Centre mondial Shekinah est l'objectif visé par son leader, le révérend Dr Louis Badinga. Au cours de ce culte dominical, il était question d'édifier le grand nombre sur la puissance de la stérilité qui est classée en 2 catégories. Il y a 2 formes de stérilité. Il y a celle qu'on appelle la stérilité organique, laquelle s'attaque directement à l'anatomie de l'homme, à sa biologie, à toute sa personnalité physique. Il y a aussi ce qu'on appelle la stérilité matérielle. Du point de vue organique, l'incapacité à la reproduction, à la fécondation, s'explique dans la mesure où, quand un homme et une femme sont atteints, ils ne peuvent pas donner leur semblable. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas mettre au monde des enfants. Du point de vue matériel, quand un homme est stérile, malheureusement, cette partie affecte toute sa constitution sociale. Et surtout, voit ce dernier ne pas être capable de s'étendre sur le plan de l'argent, du travail, des affaires, des projets. Le non-aboutissement, les blocages tout azimut résultent justement de ce qu'on appelle la stérilité matérielle. Pendant cet enseignement, l'origine de la stérilité figura en bonne place et le révérend Dr Louis Badinga a évoqué cette. Métaphysique qui va nous conférer des droits et des obligations qui sont lui, et vice versa. Lui, il aura les droits et les devoirs. Il y a aussi l'héritage mystico-familial, la consécration maléfique, les malédictions parentales, les armes de Dieu, les pactes et l'engagement personnel, ainsi que le péché dans toutes ses formes peuvent être à l'origine de la stérilité organique comme matérielle. D'où l'intérêt pour le leader de ce ministère d'interpeller une fois de plus le peuple de Dieu. J'interpelle ceux qui nous regardent à la télévision à venir massivement prendre part à chacune de nos activités. Tous les dimanches matins, 9h-12h, les lundis après-midi, 17h, 19h45, mardi après-midi, 17h, 19h45, un seul endroit, le quartier général du Centre mondial Shekinah, situé à quelques 500 mètres environ derrière le centre hospitalier universitaire de la commune d'Ovendo, juste à l'entrée de l'école publique d'Akournam 1. Prendre une part active à ces différentes rencontres, c'est décider de voir sa vie changer. Nous parlons à présent de sport dans cette édition d'information. La caravane fitness continue dans le lancement de ses activités sportives. Sur le plan local, l'initiative ici est dédiée aux femmes et aux sportifs en général. Les détails et explications dans ce reportage de Yasser Nicolandong sur les images de Fleury Assiondo. Initiée par le ministère des Sports, la caravane fitness continue dans le lancement de ses activités sportives dédiées aux femmes et aux sportifs en général. Comme en témoignent ces images, c'est la place du lycée national Léomba, cadre idéal, choisi afin de permettre à celle-ci de renouer avec la pratique du sport. Elles étaient nombreuses à répondre présentes à cet appel. Satisfait du travail fait jusqu'à ce jour, la directrice générale du concept se félicite et décline ici des objectifs visés. L'objectif visé, au départ, ce qu'il faut comprendre, c'est que Fatwa est une société qui fait dans la confection et la fourniture de vêtements professionnels pour le personnel d'entreprise et le personnel domestique. Et cette dernière a lancé une ligne de vêtements pour les personnes physiquement larges. Alors le concept Fashion and Fitness by Fatwa, ça se fait en 2 étapes. C'est la promotion d'abord des femmes physiquement fortes, physiquement larges. C'est la promotion des femmes rondes, c'est la promotion de l'entrepreneuriat féminin. L'objectif est de fédérer les acteurs de la promotion des femmes rondes, de la promotion de l'entrepreneuriat autour de la cause. Et le côté fitness, c'est la promotion des femmes fortes qui s'assument, qui font tout pour se maintenir. L'objectif est de fédérer ces femmes autour des activités physiques et sportives, pour leur faire comprendre que être ronde et belle c'est bien, mais être ronde, belle et en bonne santé. Les femmes saluent tout aussi l'initiative mise à leur disposition parce que la pratique du sport est bénéfique pour la santé. Généralement le sport est bien pour la santé parce qu'il permet de maintenir le corps en bon état. Ça permet aussi d'être autour de plusieurs personnes, de connaître les personnes,
fait, le sport a ce côté sociable là que j'apprécie beaucoup. Parce qu'on apprend à connaître des gens, on apprend à faire beaucoup de choses, d'accord? Donc c'était bien. Découverte, j'ai découvert Fatima Ouer, que je ne connaissais pas. Donc c'est un peu ça, c'était super. Plusieurs jeunes ont pris part au dernier tour de qualification pour le second tour de la BAC League 2017, une compétition de basketball qui rassemble les jeunes de 8 à 15 ans sur les parquets de la commune. Les détails avec Ephraim Bioguedzo et Fleury Asiondo. Dans le cadre du dernier virage de la phase régulière du championnat de basketball destiné aux jeunes âgés de 8 à 15 ans, organisé par la BAC League, au plateau sportif d'Aoundje dans le 4e arrondissement de la commune de Libreville, il était question pour les formations en lice d'améliorer leur classement en vue de déterminer les premiers et deuxièmes de chaque poule qui seront qualifiés d'office pour la phase réservée aux play-offs. Sur le parquet, les parties étaient âprement disputées avec pour vocation aller au second tour. Depuis que nous avons organisé la compétition, il y a des faits qui sont plus qu'éloquents. Le volume de jeu est devenu beaucoup plus important. Les jeunes rivalisent de compétitivité, ils rivalisent de gestes techniques et on se rend compte vraiment qu'on est parti de quelque chose pour arriver aujourd'hui à un niveau qui est supérieur. Et on pense qu'il y a encore une grosse marge de progression, mais par rapport à ce que nous avons vu, la première année, nous sommes à la 3e édition, il y a eu beaucoup de progrès. Dès la première semaine du mois de juin, toutes les équipes qualifiées se mettront au pas afin d'espérer un podium. Les playoffs, c'est donc la dernière étape de la BAC League. C'est la dernière étape de la BAC League et c'est une phase qui va voir les meilleurs de chaque poule s'affronter. Donc c'est le premier de la poule A qui affronte le deuxième de la poule B et vice versa. Donc cette étape aura lieu le 3 juin. Cette étape aura lieu le 3 juin et c'est à l'issue de cette journée de classement qu'on aura les équipes définitives en fonction de leur classement qui vont être sélectionnés pour cette étape des playoffs qui s'appelle encore le Final Four. Des jeunes participants nourrissent quant à eux des grandes ambitions. C'est plus ça aussi. En fait, on a raté la dernière fois le titre. Bon, à cause de ces trucs, en fait, on n'avait pas le jeu, on avait un manque de jeu. Donc si on peut gagner les playoffs, gagner la BAC League, en fait, ça nous arrange à nous. Ça nous arrange à nous. Au moins, on a des trucs parce que l'année passée, on a raté un titre de la BAC League. On était déjà en demi-finale. Et donc, si on peut remporter cette victoire, en fait, selon moi, on peut remporter cette victoire. La réalité aujourd'hui n'est pas forcément celle de demain, pourvu que les acteurs se soudent les coudes. Alexandre Assoumou, nouveau homme fort de la FEGACI, vient de tenir sa première épreuve sur les rues de Libreville, dénommée le Tour de Libreville. Les détails avec Ephraim Bioguedzo, Fleury Asiondo. La FEGACI vient d'initier une course cycliste qui a regroupé plusieurs compétiteurs, dénommée le Tour de Libreville. Ils sont finalement venus de tous les coins de la capitale gabonaise et de l'arrière-pays, sanctionnant ainsi une ère, celle de Nazer Maurice Mbinga, qui a régné longtemps à la tête de cette fédération. Le tout nouveau président, quant à lui, affiche désormais des grandes ambitions. Après ce rendez-vous, le championnat national de la discipline est pour bientôt. Sans incident, c'est le plus important. Et je pense que nous avons pérennisé ce genre de compétition avant la Coupe la compétition phare au niveau national. La prestation des juniors du Vélo Club Espoir et ceux de l'intérieur du pays est à saluer. Ces derniers ont pu tenir au respect certains cadres du vélo national, sans nul doute à court de compétition. Et sous dans le peloton, Géoffrem. Je pense que c'était l'essentiel. En fait, on était tous surpris. Dès le départ, les gars ont commencé à allumer. En fait, la stratégie était réellement de rester dans le peloton. On est donc Malino. Ça a payé. C'était très belle, mais très compliquée. Un parcours. Et en série 1. C'était vraiment. En fait, ça blessait beaucoup. Une annonce des couleurs du tout nouveau bureau fédéral qui n'est que partie remise. Les rendez-vous à venir s'annoncent palpitants entre les écuries de Libreville et celles de l'intérieur du pays.
La 4e édition du championnat national de natation vient de prendre fin à Libreville avec le succès des nouveaux athlètes. Ephraim Biokezo, Fleury Assiondo, reportage. 50 mètres papillon, 5 séries, 50 mètres d'eau, 1 série, 50 mètres brasse, 22 séries et 50 mètres nage libre, 15 séries, sont là les épreuves que la centaine de nageurs présents à la 4e édition du championnat national de natation a compéti durant une demi-journée consacrée à ce rendez-vous annuel qui réunit les meilleurs de la discipline sur le plan local. Comme ici, l'adversité et l'endurance ont fait place à l'expérience, pas de grande surprise en l'absence de Maël Ambongila, champion du Gabon en titre, parti faire ses preuves sous d'autres cieux, notamment en Islande. Allez, 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 La natation étant une discipline olympique et comme le veut la tradition, la remise des récompenses aux plus méritants a permis de mettre à l'honneur Léon Folquet qui, sans démériter, procédera au geste symbolique sous les ovations du bureau fédéral. Déjà, je vous remercie les médias, les parents, les athlètes pour cette très belle compétition qui a encore vu des bons records, des chronos. On a eu encore 2 records du Gabon dans les catégories à venir et poussins qui sont tombés, c'est très bien, c'est un peu le but. On a eu un record de participation par rapport à l'année dernière, donc on a eu encore une quarantaine de nageurs en plus, ce qui est une très bonne chose. Et vous avez dû constater quand même que les Gabonais s'intéressent de plus en plus à la natation. Sur la première édition, la majorité des athlètes étaient expatriés. Aujourd'hui, il y a une tendance inversée. Il y a plus de Gabonais dans le bassin que d'expatriés. Pour moi, c'est une formidable reconquête de ce sport de la natation qui, à l'époque, était considéré comme un sport de riches. Mais voilà que de plus en plus les Gabonais s'intéressent à ça. Je suis content et satisfait. S'agissant des dysfonctionnements enregistrés au sein de la Fédération gabonaise de natation, je pense que le ministère fait son travail, la fédération fait son travail. S'il y a un certain nombre de récriminations qui sont faites, nous allons nous mettre en cohérence avec la réglementation. Ceci dit, l'agrément technique, il y a un certain nombre de dispositions. Nous avons nos statuts qui sont conformes au statut de la Fédération internationale. C'est un peu ces dispositions que nous avons pu requérir pour créer la fédération. Les responsables du ministère nous ont accompagnés puisqu'on a pu avoir un représentant aux Jeux Olympiques. Ça veut dire qu'il y a quelque part là un peu d'antinomie, mais nous nous soumettons vraiment aux exigences de la loi et aux exigences de la charte olympique et de la fédération internationale. À quand la prochaine élection? Voilà qui vient mettre un peu d'eau dans le vin, d'autant plus que d'aucuns envisageaient déjà un malaise profond entre la tutelle et la Fédération gabonaise de natation. C'est sur cette note de sport que prend fin cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure. Au revoir.